Alors, il est où? C'est pas là, c'est pas là. Ah! Non, c'est pas ça. Bah alors Fred, tu le retrouves ce document unique? Bah écoute, je cherche, mais je le trouve pas. On n'en a pas fait une copie. Ah ben non, c'est le document unique, donc il n'y en a qu'un. C'est logique. Ah, c'est ballot, hein. Si on a perdu le seul document unique, et en plus, il n'y en a qu'un. Alors le document unique, c'est un seul et unique catalogue dans lequel sont réunis tous les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés d'une société, d'où son nom. Alors parfois, il tient sur 3 ou 4 pages, mais parfois, il en faut des centaines pour faire tout l'inventaire. Tout dépend évidemment de la nature de l'entreprise. Oui, il peut y avoir des risques chimiques, des risques routiers, des risques liés au bruit, des risques de troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Fais gaffe Fred, le travail c'est quand même risqué. Ouais, enfin, n'exagère pas la petite voix. Alors, une fois les risques repérés, il va falloir les évaluer. C'est-à-dire que l'on va mesurer la probabilité qu'un danger survienne. Par exemple, se prendre un colis sur la tête dans un entrepôt de logistique. Oh oui! On va définir la fréquence du risque, Aïe, aïe! le nombre de salariés qui y sont exposés, Ouille, ouille, ouille! et on va bien sûr en mesurer la gravité. Et ça, on va le faire pour chaque risque repéré. Ensuite, il faut les classer. Par exemple, dans une entreprise, on va estimer que le risque chimique est le plus important devant le risque routier, puis le risque de troubles musculo-squelettiques et ainsi de suite. Ce classement va permettre de voir quelles mesures de prévention doivent être mises en place en priorité. Bien oui, parce que le but de tout ça, c'est d'éviter les risques, ou du moins de les limiter. Bon, mais qui se charge de le rédiger, ce document unique? Eh bien, c'est l'employeur. Tiens, au fait, c'est toi ou c'est moi le patron? Ah bah on avait dit qu'on faisait une semaine sur 2 et là, c'est ta semaine. Ah d'accord, c'est encore moi qui me tape tout le boulot. Encore que l'employeur a tout intérêt à consulter ses salariés. Ce sont quand même eux qui sont exposés à ces risques et qui donc les connaissent le mieux. Ensuite, eh bien, le patron dispose d'une grande liberté pour écrire ce document. Il n'y a pas de modèle type et l'employeur peut aussi se faire aider par un cabinet de conseil ou par son service de prévention et de santé au travail. Le problème, c'est que certains patrons considèrent ce document unique comme de la simple paperasse administrative. Eh oui, mais c'est pourtant en faisant cette démarche que l'on identifie vraiment les risques. Et il faut le faire régulièrement, notamment quand il y a des changements dans l'entreprise, une nouvelle machine ou une nouvelle organisation du travail, par exemple. De toute façon, c'est obligatoire. Les salariés, les inspecteurs du travail ou encore des conseillers des services de prévention et de santé au travail doivent pouvoir le consulter à tout moment, sans quoi l'entreprise peut être verbalisée. Et évidemment, on peut en avoir plusieurs exemplaires. Bon, mais nous, on a un document unique, vraiment unique. Et là, on l'a perdu. Attends. Ah, je crois que je l'ai. Alors, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Ah non, non, ça, c'est la liste des courses. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas gagné, hein, mais on progresse. On progresse. Bah, Fred, qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Oh, 3 fois rien. J'ai juste fait une petite évaluation des risques chimiques de l'entreprise. Et alors? Et alors, tout est sous contrôle. Je maîtrise parfaitement la situation. Non mais qu'est-ce que tu crois? Et en plus, ils mangent des bonbons pleins de colorants chimiques. Alors quand on parle de risques chimiques, évidemment, on pense tout de suite à l'industrie pétrochimique et aux terribles accidents qu'elle a pu causer, des explosions ou encore des fuites de substances toxiques qui se répandent dans l'environnement. Mais attention, les produits chimiques qui sont fabriqués dans ces usines, on les retrouve de façon générale partout autour de nous et dans quasiment tous les milieux professionnels. Et pas besoin d'aller chercher bien loin pour tomber dessus. Ils sont dans les cols, les résines, les diluants, les lubrifiants, les dégraissants, les colorants, les peintures, et la liste est non exhaustive.
Ces produits sont utilisés dans de nombreuses industries. Les métiers du bâtiment sont également particulièrement concernés, notamment avec l'amiante et la silice. Les garagistes les manipulent aussi à longueur de journée. Et les menuisiers avec les peintures, les vernis et les poussières de bois. Sans oublier toutes celles et ceux qui font le ménage et se servent de produits d'entretien. Eh oui. Alors ces produits chimiques se présentent sous forme gazeuse, liquide ou solide, parfois en poudre. Et ils peuvent aussi se transformer en gaz plus ou moins toxiques ou corrosifs. Le risque, c'est d'être en contact avec eux au niveau de la peau ou même des yeux, ce qui peut entraîner des brûlures et des nécroses. On peut aussi en avaler par mégarde ou en respirer, et là, ça peut provoquer des intoxications aiguës. Mais souvent, le risque est plus pernicieux et invisible. Si un employé, par exemple, est quotidiennement exposé à un produit cancérigène ou mutagène, même à faible dose, mais durant des mois ou des années, alors il peut après coup développer des maladies graves, notamment donc des cancers. Satané crabe. Bon, et j'imagine que tu as étudié l'affaire et que tu as une solution ? Eh oui, et cela passe toujours par de la prévention. D'abord, il faut évaluer les risques, c'est-à-dire recenser tous les produits chimiques utilisés dans une entreprise et toutes les activités qui peuvent engendrer un risque chimique. On va ensuite essayer de les supprimer ou de les remplacer par des substances ou des procédés moins dangereux. Sauf que, ce n'est pas toujours possible. Il faut donc former les salariés à la manipulation de ces produits et aussi à leur stockage. De façon générale, il vaut mieux séparer les produits acides et les produits basiques. Vous savez, c'est une histoire de pH, le potentiel hydrogène. Acide, basique, le mélange des deux peut générer des fumées toxiques ou des explosions. Boum ! Des solutions techniques peuvent enfin être trouvées. On peut notamment installer des systèmes de ventilation. Et en dernier lieu, les salariés devront être équipés de protection individuelle. Vous les connaissez, le masque, les gants ou encore les lunettes et parfois même une combinaison intégrale. Fred, tu me donnes un petit bonbon? Ah bah non, c'est chimique tout ça. C'est toi qui me l'as dit. Oh allez, donne-moi juste un petit risque chimique. Eh bien non, il faut une formation et des équipements de protection pour ça. C'est pas gagné, mais on progresse. On progresse. Dis-moi Fred, la priorité à droite, ça te dit quelque chose? Bah évidemment, tu laisses la priorité à la voiture qui vient de la droite. Bon, enfin l'autre droite. Bon, de toute façon, moi, ces histoires de droite, de gauche, j'aime pas ça parce que selon comment on est tourné, ça change tout. Ah ouais, d'accord. Ah bah je comprends mieux pourquoi t'as encore perdu 3 points, toi. On va gentiment tout reprendre depuis le début. Alors disons-le tout de suite, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Pour être plus précis, ils ne représentent que 3% des accidents professionnels, mais plus de 20% des décès. Les causes, on les connaît tous, la vitesse, la fatigue, le téléphone au volant, parfois l'alcool. Et ces chiffres macabres ne prennent pas en compte les accidents sur les trajets entre le domicile et le travail. Ceux-ci ne sont pas de la responsabilité de l'employeur, mais sont toutefois couverts par la sécurité sociale. Les salariés qui conduisent dans le cadre de leur travail sont très nombreux, que ce soit au volant d'un poids lourd, d'un véhicule utilitaire léger, d'une voiture ou encore au guidon d'un scooter ou d'un vélo. Ils sont routiers, artisans, commerciaux, coursiers, etc. Et la première chose dont il faut s'assurer, c'est que tous ces salariés aient un véhicule fiable. Eh oui, un véhicule en bon état et avec le contrôle technique à jour, ça c'est la base. Mais il faut aussi que le véhicule soit adapté à sa mission. Il faut notamment que les charges transportées puissent être arrimées. En cas de choc, si ces charges sont projetées vers l'avant, ça peut être mortel. Un véhicule adapté au chargement, ça veut dire aussi que le salarié ne va pas perdre de temps en manipulation à chaque livraison, par exemple. Car sinon, le salarié peut ensuite être tenté de rattraper le temps perdu en roulant plus vite.
C'est là qu'il faut une bonne organisation du travail. Oui, parce qu'on ne peut pas demander à un salarié de parcourir des centaines de kilomètres par jour. L'employeur doit considérer que le temps de déplacement n'est pas seulement lié à la distance parcourue, mais aussi à l'état de la circulation, les bouchons quoi. On sait que le stress de ne pas arriver à l'heure à un rendez-vous entraîne souvent des comportements à risque sur la route. L'expérience des salariés qui connaissent bien le terrain est alors précieuse pour les plus novices. Ah pardon, c'est la petite voix. Oui, Fred, je suis sur la route. Justement, je voulais te dire que j'allais arriver un tout petit peu en retard. Oui, moi j'allais justement expliquer que le téléphone au volant, c'est interdit. T'inquiète. J'ai le système Bluetooth. Si t'as pas d'oreillette et tu gardes les deux mains sur le volant, t'as le droit. Oui, bon, ça c'est encore toléré, même si on sait très bien que cela entraîne une perte d'attention. Les entreprises ont donc tout intérêt à proscrire complètement le téléphone au volant. Tout comme l'employeur a intérêt à reconnaître la conduite comme une vraie compétence professionnelle. Sur la route, la responsabilité du salarié est engagée, mais celle du patron aussi. Enfin, outre les risques d'accident, il va aussi falloir prendre en compte les autres problèmes qu'engendrent de longues heures au volant, les fameux troubles musculo-squelettiques, surtout au niveau de la colonne vertébrale et des articulations des bras. Oh là là, tu m'étonnes, j'ai un mal de dos, moi. Oui, bon, raccroche maintenant, la petite voix. On a dit pas de téléphone au volant. Ok, mais moi, au moins, je ne grille pas les priorités à droite. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu roules pas dans le même sens que moi. Du coup, c'est pas la même droite. Bon, ok, c'est pas gagné, mais on progresse. On progresse. C'est bruyant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est bruyant. Ah, j'entends rien du tout. Je dis que c'est bruyant. Oh, mais t'es pas obligé de crier non plus. C'est déjà assez bruyant comme ça. Le bonheur, c'est de travailler dans le calme, la sérénité, le silence à peine perturbé par le bruissement du vent dans les feuilles d'un arbre et au loin, le doux chant d'un oiseau. Oui, bon, dans la réalité, ça se passe rarement comme ça. Parfois, ça ressemble plutôt à ça. Ou à ça. Ou encore à ça. Moi, le bruit, ça me stresse. Ça me porte sur les nerfs. Après, je suis toute irritée et à la fin, je suis épuisée. Oui, tranquille, tranquille. Alors c'est vrai qu'on ne mesure pas assez souvent les conséquences d'un travail exercé dans un environnement bruyant. Tenez, une conversation normale correspond à un niveau sonore de 50 décibels. Là, tout va bien. Dans un open space avec le brouhaha ou dans une cantine scolaire avec les cris des enfants, on peut rapidement monter à 80 décibels. Alors c'est supportable sur une courte durée, mais plusieurs heures par jour et tous les jours de la semaine, ça devient nocif. Dans un atelier avec plusieurs machines qui tournent à plein régime, le niveau sonore grimpe même facilement à 85 décibels. Et ce bruit permanent peut avoir des effets très néfastes sur la santé des travailleurs et à la fin forcément sur la productivité d'une entreprise. D'abord, même 85 décibels durant 8 heures par jour peuvent engendrer des lésions auditives graves. Ensuite, ça favorise le risque d'accident du travail en perturbant l'attention des salariés et aussi la communication entre eux. Et puis, ça augmente le stress, les troubles du sommeil, les troubles cardiovasculaires. Et pour les femmes en fin de grossesse, ça peut même représenter un danger pour le fœtus et des problèmes d'audition pour le futur enfant. Chut, la solution, c'est de ne plus faire de bruit. T'en as de bonnes, toi. Faut quand même bien travailler. Le mieux, c'est de s'attaquer au problème à la source. Peut-être que dans un atelier, on peut supprimer quelques machines. Ouais, bof, c'est une échelle logarithmique. Bon, c'est un peu technique, je t'expliquerai. Mais grosso modo, si on enlève une machine, on ne réduit pas le niveau sonore d'un tiers. On ne gagne que 2 décibels. Et si on en enlève une deuxième, on gagnera seulement 3 décibels de plus. Donc, l'idée, c'est plutôt de réduire à la source le bruit de toutes les machines. D'accord,
T'as raison. Et il y a d'autres solutions techniques. On peut par exemple étouffer le bruit. Souvent, vous le savez, dans un lieu de travail, les parois accentuent la propagation du son. Mais il existe des matériaux qui, au contraire, l'absorbent. Ah, c'est quand même mieux, non? On peut aussi installer dans des open space, par exemple, des panneaux acoustiques. Et puis enfin, la solution peut encore venir de l'organisation du travail, en éloignant les salariés de la source du bruit lorsque c'est possible, ou en faisant tourner les effectifs pour qu'un salarié ne soit pas exposé au bruit trop longtemps. Ok, mais si le son est vraiment trop fort, on fait quoi? On se protège! Et oui, au-delà de 130 décibels, il suffit de quelques secondes pour entraîner une surdité qui peut être profonde et irréversible. Quand il n'y a pas d'autre solution, il faut donc utiliser des équipements de protection individuelle que vous connaissez, des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Alors maintenant que le calme est revenu, je voulais te parler de la commande des fournitures, parce qu'on... J'entends rien, hein? Ah, vraiment, je t'entends pas. Vous l'entendez, vous? Bon, c'est pas gagné, mais on progresse, on progresse. C'est quoi encore ce bazar, Fred? Ah non, ne me dis pas que t'as oublié le pot de départ de Jean-Patrick. Ah oui, c'est vrai que Jean-Pat, il part en retraite. Eh ben, champagne ce soir. Ah non, pas d'alcool. Déjà, la semaine dernière, on a arrosé l'anniversaire de Jean-Michel. Et la promotion de Jean-Kévin. Alors maintenant, on se calme. Bon, bah alors, tisane ce soir. Le tabac, l'alcool, les médicaments psychotropes et le cannabis sont les substances psychoactives les plus consommées par les travailleurs. Et ça, dans tous les secteurs d'activité et quelles que soient les catégories professionnelles. Et évidemment, eh bien, ça engendre addiction et problèmes de santé. Bah oui, mais c'est la vie privée des gens, on peut pas y faire grand-chose. C'est vrai, le problème peut venir de la vie privée, mais ça finit souvent par se retrouver dans la vie professionnelle. Et si une personne est en état d'ébriété ou présente des troubles du comportement dans l'entreprise, ça peut vite devenir dangereux pour lui et pour les autres. Et puis, il ne faut pas oublier que le travail peut aussi provoquer ces pratiques addictives, par exemple pour supporter des conditions difficiles. Ah oui, le travail de nuit, ou encore un travail pénible, dans le froid, ou avec de lourdes charges à porter. Exactement. Et puis parfois, ces pratiques sont même encouragées par l'entreprise. Le petit verre en fin de journée, le repas d'affaires bien arrosé, le pot de départ de Jean-Patrick. Il y a pot. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, c'est convivial, et ça permet d'intégrer les gens. Avec modération. Dans certaines entreprises, il y a une véritable culture de l'alcool, où les salariés peuvent même être incités à boire pour s'insérer dans le groupe. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, il faut respecter le code du travail qui précise que seuls, mais quand même, le vin, la bière, le cidre et le poiret sont autorisés dans une entreprise. C'est des Normands qui l'ont rédigé, le code du travail? Ben oui, peut-être. Mais ensuite, le règlement intérieur peut interdire toute boisson alcoolisée. Les pots d'entreprise peuvent aussi être encadrés. On peut définir leur fréquence, par exemple. Et puis, des dépistages peuvent encore être organisés pour l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues. Et ça, c'est particulièrement le cas dans les entreprises de transport. Soufflez. Soufflez, monsieur, encore. C'est bon, je suis négatif. L'employeur doit quand même prévoir un protocole de secours pour apporter les premiers soins. Et tous ces risques d'addiction doivent aussi être intégrés dans le document unique avec les mesures de prévention à mettre en place. Cela peut d'ailleurs concerner d'autres types d'addictions, comme l'addiction au travail. Bah oui, ceux qui n'arrivent pas à décrocher de leur boulot, aussi appelé workaholisme, et qui engendrent parfois, vous le savez, des burn-out.
Et tu as aussi la technodépendance. C'est quand on est accro aux écrans et qu'on n'arrive pas à se déconnecter. Exactement. Tiens, on fête la petite voix, t'oublies pas, la semaine prochaine, on fête les 1 an de boîte de Jean Childéric. Alors, tu préfères verveine menthe ou camomille? Oh, je prendrais juste un ballon. Un ballon? Ah, un ballon comme ça. Bon, c'est pas gagné, mais on progresse. On progresse. Ah, je crois que cette fois-ci, j'en ai une. Fred, qu'est-ce que tu cherches? Une nanoparticule. Les nanomatériaux, tu connais? Oh bah oui, mais c'est pas avec une loupe que tu vas les trouver, c'est tout minuscule. T'as raison. Pour voir petit, faut voir grand. Alors, voyons voir. Ah bah, je crois que cette fois-ci, j'en ai une. Venez voir. À moins que ce soit un petit bout de crotte de nez. Burk. Les nanomatériaux, c'est le monde de l'infiniment petit. Tenez, un nanomètre correspond à 1 milliardième de mètre. C'est 50 000 fois moins épais qu'un cheveu. Alors forcément, on ne les voit pas, ces nanoparticules. Et pourtant, depuis une vingtaine d'années, les industriels en mettent un peu partout. Dans des matériaux de construction, des emballages alimentaires et même dans certains médicaments. Et comment ils les mettent, ces nanomatériaux, dans ces produits? Avec une toute petite pince à épiler microscopique? C'est presque ça. On peut fabriquer des nanomatériaux atome par atome dans des laboratoires. Là, c'est très précis. Ou encore, broyer une matière, un métal par exemple, pour obtenir une très fine poudre. Et là, le procédé est un peu moins précis. Et à la fin, ces nanomatériaux se retrouvent dans des usines sous forme liquide ou en poudre qui seront ainsi incorporés dans les différents produits. Bon, mais c'est juste pour faire joli ou ça sert à quelque chose, ces petits trucs? Alors, à l'échelle nanométrique, la matière n'a pas les mêmes propriétés physiques, chimiques ou biologiques qu'à l'échelle macroscopique. Tenez, le carbone, celui que l'on trouve dans la mine d'un crayon par exemple, eh bien, il va devenir à l'échelle nanométrique ultra résistant tout en étant ultra léger. Et ça, eh bien, c'est très utile pour fabriquer par exemple des avions ou encore des raquettes de tennis. Ces nanomatériaux, on les retrouve dans les cosmétiques pour qu'ils aient une meilleure tenue, dans les médicaments pour qu'ils aillent uniquement dans les organes à soigner, ou encore dans les ciments qui deviennent ainsi auto-nettoyants. C'est dingue ce qu'on peut faire avec ces petites choses, mais t'es sûr qu'il n'y a pas de risque? Eh bien, à vrai dire, on n'en sait trop rien, et c'est bien ça le problème. Pour le moment, on ne parvient pas à mesurer la toxicité de ces nanomatériaux. Tout juste, on suspecte qu'ils pourraient avoir des effets inflammatoires, respiratoires, cardiovasculaires ou encore neurologiques. On sait qu'ils peuvent entrer dans notre organisme par inhalation ou par ingestion, mais peut-être aussi en traversant la peau. Bref, pour l'instant, eh bien on ne sait pas. C'est pas très rassurant tout ça. Dans le doute, il faut s'en protéger, non? Évidemment. Mais aujourd'hui en France, il n'existe pas de réglementation spécifique sur les nanomatériaux puisque l'on ne parvient pas à évaluer les risques qu'ils pourraient provoquer. Les mesures de prévention sont donc les mêmes qu'avec les produits chimiques. Cela consiste essentiellement à limiter le nombre de salariés exposés et limiter aussi leur temps d'exposition. Des systèmes de ventilation et de filtration de l'air doivent aussi être utilisés. Enfin, il y a les équipements de protection individuelle que vous connaissez, gants, masques, lunettes, combinaisons. Voilà. Eh Fred, tu sais que même avec ton microscope, tu n'arriveras pas à les voir ces nanomatériaux. Je sais, mais maintenant je vais observer une petite fleur, c'est beaucoup plus joli et moins risqué. Aïe! Elle m'a mordu. Bon, c'est pas gagné, hein, mais on progresse, on progresse. La petite voix. Oui Fred? Le gars de la compta, là, tu le trouves pas un peu relou? Ah bah il fait un peu des blagues sexistes et je voudrais pas dire, mais il m'a un peu dragué lourdement. Eh ben, hashtag MeToo. À partir de 2017, le mouvement MeToo a fait l'effet d'un tsunami dans le monde du travail, révélant la banalité des comportements sexistes
et l'ampleur des faits de harcèlement et de violence sexuelle. Alors les hommes ne sont pas épargnés par ces agissements, mais ce sont les femmes qui en sont, et de loin, le plus victimes. On estime qu'une femme sur 3 a déjà été harcelée ou agressée sur son lieu de travail. Et encore, même si c'est en train de changer, les femmes ont tendance à sous-estimer le problème et à ne pas en parler. Dans la plupart des cas, celui qui harcèle ou agresse est un collègue de travail. Il peut aussi s'agir du patron ou d'un supérieur hiérarchique ou encore, dans une moindre mesure, d'un client. Il y a d'abord le sexisme. Vous savez, les petites réflexions sur le physique ou sur la tenue vestimentaire. Il y a aussi les blagues douteuses, trop relou. Ou l'autre, on peut plus rien dire. Oui, ça, c'est la rengaine habituelle, hein. L'organisation du travail peut aussi être sexiste. Bon bah quand c'est technique, hein, c'est un beau de mec, y a pas de doute. Le problème, c'est surtout qu'il doute de rien, lui. Quand les propos sont jugés humiliants, rabaissants, dégradants, ou lorsqu'une pression est exercée pour obtenir un acte de nature sexuelle, alors là, on bascule dans le harcèlement sexuel. Il s'agit d'un délit puni par la loi. Et lorsqu'il y a un contact physique sur la bouche, la poitrine, le sexe, les fesses ou les cuisses, alors il s'agit d'une agression sexuelle, qu'elle soit commise sous l'effet de la surprise, par la menace, la contrainte ou encore la violence. Et s'il y a pénétration, on parle de viol. C'est un crime puni comme tel. Alors évidemment, ces harcèlements ou ces agressions sexuelles ont des conséquences très graves sur la santé des victimes. Et ces violences peuvent aussi avoir des répercussions sur le fonctionnement des entreprises. Absentéisme, turnover, perte de productivité, et puis réputation entachée. Autant dire que l'employeur a tout intérêt à prendre le problème très au sérieux et à faire de la prévention. Oui, surtout quand il s'agit d'un secteur d'activité où il n'y a que peu de mixité. Ou lorsqu'il y a de la précarité, CDD, intérimaire, stagiaire. Ou encore quand il y a du travail de nuit ou des déplacements fréquents. Bref, quand il y a des situations qui exposent davantage les femmes à des risques de harcèlement ou d'agression. L'employeur doit informer et sensibiliser ses salariés. Il doit indiquer les contacts de la médecine du travail, de l'inspection du travail et avoir un référent sur ces questions au sein du CSE, le comité social et économique. Évidemment, le dialogue est toujours la mesure de prévention la plus efficace. Bon mais Fred, c'est quand qu'on arrivera vraiment à l'égalité entre femmes et hommes ? Eh bien écoute, d'après les calculs de notre comptable un peu relou, c'est pas gagné, hein. Mais bon, on progresse.